Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bienvenue à la première conférence TikTok, une création d'un événement en l'occasion de cette crise du coronavirus qui nous aura fait remettre en question certaines choses qu'on réalise. Nous sommes Auguste et Louise, une agence d'organisation d'événements, de communication, de création de vidéos et de réseaux sociaux. Et d'habitude, nous organisons des événements pour nos clients. À cette occasion, nous avons décidé de nous emparer de sujets qui nous intéressent. Donc, nous avons créé cet événement qui a pour sujet l'économie du jour d'après. Nous allons aborder ce sujet qui est un sujet populaire. Tout le monde en parle actuellement, y compris Nicolas Hulot ce matin sur France Inter, qui lançait un manifeste international sur le sujet, qui dit que la crise sanitaire pourrait peut-être devenir une crise salutaire. Donc, il espère, et honnêtement, on l'espère aussi, que peut-être cette crise sera une remise en question pour tout le monde, un petit coup de pied dans les fesses pour remettre certaines choses que nous avons l'habitude de faire un peu en question et peut-être repartir faisant les choses d'une autre manière. Donc, pendant ces 2 jours, on va aborder différents sujets autour de l'économie du jour d'après. On va essayer de parler franchement, sans langue de bois. On n'a pas d'éléments de langage qui ont été préparés. On ne va pas faire les hommes politiques. Donc, on va parler entre nous. Vous allez rencontrer 11 experts dans les différents sujets. Et ces personnes vont, avec nous éclairer, apporter leur savoir et on va pouvoir échanger avec vous. Donc, vous allez avoir, pour échanger, vous avez un chat qui est disponible sur le côté de la fenêtre. Vous allez aussi potentiellement sur Twitter, sur le hashtag que je vais vous redonner, qui est le hashtag TikTalkOnline. Donc, TikTalkOnline. Donc sur Twitter, si vous voulez échanger, en plus du chat. Et à la fin des interventions, nous reprendrons donc les différentes questions qui seront remontées sur le chat et sur Twitter, et vous pourrez échanger avec nos intervenants d'ici à peu près 1 heure. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de la relocalisation, ce grand sujet. Est-ce que ce qui vient de se passer va être le départ du Made in Local, comme va peut-être nous parler Samuel Roumeau du think tank Utopie. Samuel, bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc, Samuel qui est actuellement en confinement à Bordeaux, mais qui normalement est basé plutôt sur Paris. Donc du think tank Utopie, un cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux en développement durable. Et nous allons ensuite, après l'intervention de Samuel, accueillir Fabien Marais de la société Montbento, qui est donc une société française qui fabrique et qui fait du Made in France. Alors, un Made in France à la Montbento avec des compartiments, différentes strates. Donc, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et Fabien est à Clermont-Ferrand. Donc, aujourd'hui, ça ne se voit pas. C'est vrai qu'on est tous chacun chez soi. Donc, c'est intéressant. Cet après-midi, nous allons parler de est-ce que cette crise va enclencher la révolution verte. Donc, nous aurons 3 nouveaux intervenants. Et ce soir, nous allons essayer un format qui est une sorte de format hybride. C'est-à-dire que quand il y a parfois des documentaires, des films, des avant-premières, on va au cinéma, on peut rencontrer des directeurs de films et on peut échanger, faire des débats à la fin du film. Mais les cinémas sont fermés. Si on avait été dans un événement physique, eh ben, ça aurait été dans la plénière, on aurait passé le film, on aurait échangé après dans la plénière. Ben, ce soir, on va essayer un format, à 16h30 après la conférence de l'après-midi. On va vous diffuser un film du réalisateur Denis Delestrac et un film qui s'appelle Cargo sur le transport maritime international et les enjeux du transport maritime international, ce qu'il implique, pourquoi on se retrouve à acheter tout à l'autre bout du monde et comment ça se fait qu'on achète à l'autre bout du monde des choses qui nous coûtent moins cher que si ça venait à 10 km de la maison. Et puis, le fait qu'on transporte tout comme ça par
la mer, le coût que ça peut avoir, le coût, alors économique c'est peu cher, mais par contre écologique peut-être pas. Donc ce soir on aura un débat après cette diffusion de films. Donc pour commencer ce sujet, je rappelle donc Samuel Roumeau du think tank Utopie, qui va nous parler donc du Made in Local, avec son sujet Viser la Lune pour atterrir en local. Donc Samuel, c'est à vous. Merci Olivier, bonjour à tous. Effectivement, j'ai rejoint Utopie il y a 6 mois environ. Au départ, Utopie, c'est une association, un mouvement en fait qui a été lancé il y a un petit peu plus de 25 ans par Elisabeth Laville sur la question du développement durable et qui a contribué au fil des années à mettre cet enjeu du développement durable au sein des grandes organisations et des entreprises privées notamment. Aujourd'hui, ça fonctionne sous la forme d'une sorte de triangle amoureux. J'aime bien cette formule puisque c'est à la fois un cabinet de conseil, mais aussi un bureau d'études qu'on a intégré au sein de ce cabinet de conseil pour internaliser la production de modèles économiques quanti qui sont produits notamment par une équipe de data scientists, d'économistes au sein du cabinet avec des outils type Local Shift, Local Footprint que j'évoquerai un petit peu plus tard tout à l'heure, qui nous permettent justement de mesurer le niveau d'ancrage local de nos économies. Et cette partie think tank, qui est en fait le bras armé pour tout ce qui concerne la recherche et développement, l'innovation, la prospective, que j'ai la chance et le plaisir de piloter donc chez Utopie. En ce moment, on s'intéresse à divers types de questions, notamment les questions de résilience. Comment est-ce que nos économies sont capables d'absorber les chocs, de résister face aux vulnérabilités? Comment est-ce qu'on se réorganise au niveau local? On s'intéresse aussi à la question du réensauvagement. On sait que ce qui nous arrive actuellement est en lien assez étroit avec la dégradation de la biodiversité. Et donc, on essaie d'interroger aussi le lien qu'on entretient avec la nature. Bref, on essaie de défricher un certain nombre de sujets, de poser les questions, d'accepter aussi de dire qu'on ne sait pas. Moi, ce que je trouve fabuleux dans cette période en ce moment, c'est qu'on a un certain nombre d'experts qui ne tiennent plus cette posture d'expertise, justement, mais qui acceptent aussi de dire qu'ils ne savent pas et de plutôt poser des questions. Et ça va être un petit peu le sens de ce propos introductif, essayer de poser avec vous des questions, parce que j'ai évidemment pas la prétention d'avoir toutes les réponses sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que moi, je ne crois pas à un monde d'après, ce fameux monde d'après qui serait beaucoup mieux comme par enchantement, mais je crois beaucoup à l'intelligence collective et à l'exigence qu'on peut mettre dès aujourd'hui dans la capacité à poser justement ces questions. Et ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui, c'est que finalement la prospérité de nos économies et de nos territoires tient effectivement à notre capacité à s'enraciner en local. Ça, c'est une première chose. Et on pense aussi chez Utopie qu'une relocalisation réussie passera vraisemblablement plus par un système agile de petits acteurs en réseau que par le retour des grandes usines. Donc ça, c'est un point que je développerai un petit peu tout à l'heure. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette période nous a marqué et a révélé un certain nombre de fragilités. On a tous en tête le 1er avril, ce qui n'était d'ailleurs pas un poisson d'avril, mais cette situation un peu ubuesque où les États-Unis ont acheté les masques sur le tarmac cash et 2 fois plus cher des masques qui étaient prévus de la Chine vers la France. Et en fait, on se rend bien compte que cette question de l'approvisionnement en masques pendant la crise du Covid-19 met en lumière notre dépendance aux importations et donc pose la question de la relocalisation de l'outil productif. Pourquoi? Pour éviter une situation de pénurie qui se pose donc sur la question des masques, mais aussi des visières, des respirateurs, mais qui demain pourrait se poser sur d'autres secteurs, notamment le secteur alimentaire ou le secteur énergétique. En plus de ça, cette crise sanitaire préfigure peut-être des crises politiques ou des crises plus certainement climatiques qu'il est bon déjà d'anticiper dès maintenant. Et donc relocaliser, c'est en partie reprendre la main. Ça, c'est un premier élément clé. On l'a senti dès le début de cette période de coronavirus, quand Bruno Le Maire avait fait une prise de parole en disant que on devait réfléchir à la réorganisation des chaînes de valeur, à une relocalisation d'un certain nombre de nos activités stratégiques. Et assez rapidement derrière,
un certain nombre de fédérations des industries, et notamment celles des équipements pour les véhicules, ont appelé à un pacte de relocalisation des régions, par exemple l'Occitanie ou d'ailleurs le Grand Est, où vous êtes Olivier, se sont mis en mouvement pour soutenir des entreprises. Et on sent qu'il y a aussi une prise de conscience citoyenne assez massive, puisque selon certains sondages, notamment un sondage qui avait été commandé par les Échos, on s'aperçoit que 9 Français sur 10 aujourd'hui souhaitent relocaliser les productions essentielles et favoriser le Made in France. Donc cette situation provoque une crise de conscience, mais le sujet du local en tant que tel n'est pas nouveau. On sait qu'on a depuis un certain nombre d'années un système qui marche un petit peu sur la tête, puisque parfois pour un même type de bien ou de service, voire même, pour un même secteur, voire même pour un même type de bien ou de service, on exporte la majorité de ce qu'on produit, alors que dans un même temps, on importe la majorité de ce qu'on consomme. C'est vrai pour l'agriculture, où on exporte 30% de ce qu'on produit et on importe 38% de ce qu'on consomme. C'est vrai pour les machines et équipements, où on va exporter 60% et importer 67%. C'est vrai aussi dans la mode, 63, 73. Donc on voit qu'à l'échelle de notre pays, en France, on a comme ça une situation un petit peu absurde. Et c'est encore plus vrai si on raisonne à l'échelle d'une ville. Par exemple, si on prend une ville de taille, une petite métropole comme Angers, on s'aperçoit qu'en termes d'agriculture, on va importer 85% et on va exporter 87%, et dans la mode, les chiffres passent à 92 et 96. Bref, on a vraiment à les yeux libres. Samuel, je me posais la question, est-ce que quand on se retrouve à avoir des villes, des métropoles, la nourriture, l'alimentation, les fringues, justement où on importe beaucoup et on exporte quasiment les mêmes volumes, est-ce que ça veut dire que partout, tout le monde s'est spécialisé? C'est-à-dire que est-ce que Angers s'est spécialisé dans les tulipes blanches et qu'à partir du moment où ils ont fini la saison des tulipes blanches, ils ont tout exporté et qu'ils réimportent le reste des fleurs? Est-ce que chaque région s'est un peu spécialisée dans des productions et chacun optimise et devient le champion d'un produit et réimporte le reste d'ailleurs? Il y a effectivement cette question de la spécialisation qui rentre en compte, qui est très conforme à la théorie économique de Ricardo, qui encourageait justement cette spécialisation des territoires. Et nous, justement, ce qu'on pousse aujourd'hui, c'est la diversification à l'échelle d'un territoire. Parce qu'on sait bien que la résilience d'un territoire, sa capacité à résister au choc, va en partie venir de cette diversification, de la capacité à produire un nombre varié de production pour justement, si vous voulez, si on prend une image, c'est comme si vous mettez vos billes dans différents paniers et que vous les posez sur la table, vous ne mettez pas toutes les billes en même temps. Donc effectivement, cet enjeu de diversification par rapport à des territoires qui sont parfois aujourd'hui très spécialisés est un enjeu absolument essentiel, parce qu'en fait aujourd'hui, on a des territoires qui deviennent des sortes de plateformes logistiques où circulent des biens et des services de manière assez uniformisée, voire aseptisée. Donc c'est un vrai enjeu, vous avez raison de le rappeler. Un point de clarification que j'aimerais faire aussi, c'est rappeler que la relocalisation n'est pas un repli sur soi, mais bien une forme d'émancipation. On a souvent ce rapprochement entre relocalisation et autarcie. Alors nous, ce qu'on explique, c'est qu'il ne s'agit évidemment pas de tout relocaliser. De toute façon, c'est absolument impossible, en tout cas dans un temps très court. Et on préfère d'ailleurs parler de Made in local, vous l'avez dit au départ, que de Made in France. Et je pense que Fabien y reviendra, puisque c'est la façon dont est organisé mon bento. Mais nous, ce qu'on estime, c'est qu'il faut produire au plus près des marchés. Donc on n'est pas en train de défendre un Made in France absolument. On explique qu'il faut essayer de relocaliser les marchés un petit peu partout dans le monde. Et en fait, on comprend bien que le réenracinement de nos économies et l'ouverture vers l'extérieur sont en fait les deux faces d'une même pièce. Si vous stimulez la demande locale, ça permet de créer des entreprises et de se tourner vers des marchés nationaux ou internationaux. Et si vous faites circuler les richesses sur un territoire, alors vous pouvez faire émerger des nouveaux besoins, dégager davantage de revenus et donc acquérir des produits et services vers l'extérieur. Donc en fait, la relocalisation et la mondialisation sont étroitement liées. Et on voit bien que les richesses circulent. Et d'ailleurs, moi j'aime bien prendre deux images assez simples pour expliquer
l'intérêt de la relocalisation. C'est celle du saut percé et celle du flipper. Le saut percé, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous êtes dans une économie ou sur un territoire, vous essayez d'attirer des richesses extérieures pour remplir le seau. Ça, c'est un premier élément. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des territoires qui n'arrivent même pas à remplir ce seau, à attirer, à être suffisamment attractifs pour attirer des richesses. Mais ce qui importe par-dessus tout, c'est que vous parveniez à faire circuler ces richesses en local une fois que vous les avez attirées. Et si vous n'y parvenez pas, alors votre économie fonctionne comme un seau percé avec une multitude de trous parce que vous arrivez à attirer des richesses, mais vous ne les maintenez pas en local. Et cette circulation en local va en fait générer d'autres richesses entraînées par un effet vertueux, des nouveaux échanges, des nouveaux revenus, jusqu'à ce que cet effet ricochet s'estompe. Et c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et cet effet-là est d'autant plus élevé que le territoire va être capable de limiter les fuites de richesses, soit par les importations, soit par les revenus payés aux investisseurs étrangers pour justement se recentrer sur le local. Et on sait qu'environ un tiers de la richesse d'une économie réside dans sa capacité à faire vivre cette économie locale. Et donc le flipper, c'est justement... Ah, oui, Olivier, je vais poser une question. Non, mais c'était par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour augmenter la richesse d'un territoire, potentiellement, si l'argent circule plus longtemps en local, et ben, en fin de compte, si au lieu de, à chaque fois qu'il arrive, il repart à l'extérieur, et dans ce cas-là, c'est une richesse éphémère, alors que si à chaque fois qu'une richesse rentre dans un territoire, il circule un certain temps dans le même territoire, et ben, en fin de compte, cette même richesse bénéficie à plus de monde, donc génère en fait une richesse supplémentaire. C'est un petit peu la démarche des gens qui essayent de créer des monnaies locales. Alors, j'ai vu le film de Demain de Cyril Dion, sur lequel ils ont plusieurs pendants, et un des pendants est la démocratie et entre autres les monnaies locales. Et j'ai appris dans le film, par exemple, que sur le canton de Bâle, en Suisse, ils ont une deuxième monnaie, qui est une monnaie qui ne sert que là-bas et qui pousse un maximum d'entreprises à dépenser entre elles pour accentuer au maximum l'effet flipper, c'est-à-dire que l'argent circule avant de repartir à l'extérieur. D'abord, il essaye de circuler au maximum dans le flipper. Je pense c'était votre idée. Oui, tout à fait. Ces exemples de monnaie locale et ces initiatives sont extrêmement intéressantes parce qu'elles reviennent à la fonction première de la monnaie, à savoir faire circuler la richesse. En général, vous ne pouvez pas thésauriser, épargner cette monnaie, vous êtes obligé de la dépenser et en plus, vous la dépensez dans une zone qui est relativement restreinte, donc qui bénéficie aux acteurs locaux en première instance. Donc c'est vrai que ces monnaies locales contribuent complètement à cette image du flipper, donc qui, vous l'aurez compris, est cette image de la bille qui circule au sein du flipper et que vous pouvez maintenir dans le flipper en lui donnant des petits coups de pouce, en la faisant rebondir sur des bumpers qui peuvent être les industries locales, qui peuvent être des hubs locaux, qui peuvent être des incubateurs, des accélérateurs. Et donc l'idée, c'est voilà, de vraiment maintenir cette économie dans le local. Un exemple qu'on a travaillé par exemple sur Maurice, l'île Maurice pour le compte de la MCB, qui est une grande banque locale. En fait, on s'est aperçu que Maurice captait à peu près 3 milliards de dollars de revenus à l'international chaque année. Et en faisant circuler cet argent entre les acteurs de l'économie locale, Maurice multiplie par 3 les revenus captés à l'international pour atteindre un peu plus de 10 milliards de revenus nationaux. Et donc on comprend bien que la prospérité de Maurice est à la fois le produit de son rayonnement international et sa capacité à maximiser justement cet effet multiplicateur. Donc en fait, tout l'enjeu va être de répondre localement à une demande qui, elle aussi, est locale. Et cette réponse locale à une demande locale est souvent un angle mort du développement économique des territoires. Donc tout l'enjeu va être justement de diversifier le tissu économique vers les marchés locaux les plus porteurs. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est préférable, c'est pas tant qu'on le pense, mais c'est ce que montrent les chiffres, c'est qu'il est préférable de mettre plein de petites rustines dans le seau plutôt qu'une seule grosse. C'est ce que je disais tout à l'heure sur un tissu de TPE, de micro-entreprises, qui est plus efficace finalement que de relocaliser une grosse entreprise. On a pris un exemple à Troyes, donc une ville moyenne en France, où si on voulait relocaliser 1% de l'économie, soit 400 emplois,
Avec des petites entreprises, ça provoquerait une hausse de 4,5% de cet effet multiplicateur local, tandis que si on mettait une seule grosse entreprise, ça provoquerait un effet, une hausse de 0,5% de l'effet multiplicateur local. Et donc on voit bien que les petites entreprises, notamment parce qu'elles se fournissent en local, contrairement aux plus grosses en général, génèrent davantage de richesses au niveau local. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait émerger une génération d'entrepreneurs de territoire qui vont travailler sur des questions d'énergie locale, sur des questions de fabrication urbaine, sur des questions d'économie circulaire, etc., etc. Comment est-ce qu'on donne envie à des entrepreneurs de se lancer sur ces sujets-là? Ça, c'est un premier point. Ouais. Là, ce que tu disais, par exemple, un élu qui est dans une région, une ville, un département, s'il a le choix entre une très grosse entreprise qui va lui proposer 400 emplois dans une grande usine qui va être déplacée, implantée dans son territoire, ou 10 petites entreprises avec 40 emplois, je pense que dans sa tête, il va se dire qu'il y a peut-être c'est plus médiatique, ça sonnera mieux de faire venir une grande usine, un gros acteur que plein de petits acteurs qui peut-être n'auront pas, d'un point de vue politique, autant d'impact. Alors là, c'est peut-être le communicant qui se dit ça se verra plus un gros que 10 petits. Et donc peut-être que c'est aussi cet effet-là. Oui, c'est bien possible. C'est vrai qu'en termes si on raisonne en termes de marketing territorial ou d'image de marque d'un territoire, d'attractivité, on peut supposer que la grosse entreprise qui revient, qui crée un certain nombre d'emplois, est bien davantage bénéfique en termes d'image. En revanche, on sait que d'un point de vue de l'efficacité au niveau local et de la capacité à faire circuler la richesse, à générer des revenus, à générer de l'activité, les 10 petites entreprises seront beaucoup plus efficaces. Donc ça peut paraître un petit peu contre-intuitif au premier abord, peut-être en termes de politique locale, mais c'est un état de fait et c'est important à garder en tête pour justement la prospérité de ces territoires. Samuel, tu m'avais partagé pour préparer cet entretien un article de la Tribune sur le Made in Local, dans lequel à un moment il disait que dans les années 70, une entreprise française qui avait 100 euros qui générait 100 euros de chiffre d'affaires générait indirectement 103 euros dans sa chaîne nationale de fournisseurs, c'est-à-dire à peu près la même valeur, et qu'en fin de compte, c'est le même ratio en 2015, il ne générait plus que 59 euros, c'est-à-dire qu'il y avait une perdition, on était passé sur une baisse de 43% de la valeur captée là on parle de national, mais c'est-à-dire qu'il y a une déperdition vers ailleurs, et c'est-à-dire qu'on achète plus loin, on achète chez les Américains, on achète des solutions digitales ailleurs, on se fournit ailleurs, et ça veut dire qu'entre 70 et 2015, il y a 43% de baisse en fin de compte de la circulation de l'argent dans un tissu local. Tout à fait. Ce constat, en fait, nous pousse, et c'est le point suivant que je voulais aborder, à repenser les modèles économiques de nos entreprises, à penser des modèles économiques autour de l'économie de la fonctionnalité, des modèles circulaires, des modèles inclusifs, des modèles collaboratifs, locaux. Et certaines marques, d'ailleurs, l'ont bien compris et dédient des budgets et des équipes assez conséquents à notamment des fonds d'investissement local, à des incubateurs de start-up locales, à des modèles de micro-franchise ou de partenariat avec des petits producteurs locaux, à une atomisation du mode de production avec des sites de production plus petits et plus collaboratifs, à des plateformes web qui proposent des offres locales, à des hubs urbains axés sur la santé, le sport ou l'alimentation, à des collaborations avec des villes. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Par exemple, on pourrait poser la question, admettons que je sois un distributeur, donc je suis Carrefour ou Intermarché. La question aujourd'hui pour moi, c'est comment je vais au-delà d'un rayon local. Vous savez, ces rayons qu'on peut trouver parfois dans les supermarchés où en fait, en somme, vous avez quelques bières, vous avez quelques produits locaux, et finalement, ça ne va pas très très loin. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut provoquer l'offre, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir massivement des produits locaux dans les supermarchés. On peut imaginer se rapprocher des producteurs en prenant part à l'activité de transformation ou en les aidant à se diversifier. On peut imaginer que les distributeurs créent des hubs alimentaires qui regroupent à la fois des activités
et des savoirs dans un même endroit. On peut essayer de repenser les partenariats pour supprimer un maximum d'intermédiaires et éviter les coûts de transaction. Donc il y a en fait plein de pistes. Aujourd'hui, rien n'est arrêté, mais en tant que distributeur, vous pouvez essayer de réfléchir à cette question du local. Si vous êtes un fabricant de pâtes, par exemple, comment est-ce que vous pouvez soutenir l'essor de 100 micro-usines d'artisans pastiers sur le territoire? Comment est-ce qu'on trouve les entrepreneurs qui sont prêts à porter ces projets? Parce qu'en fait, il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant. C'est une chose de relocaliser en France, mais c'est aussi une chose de préserver l'équilibre entre les régions. Parce que si on met toutes nos activités productives, par exemple les pâtes, sur une même région, alors on sent qu'il y a un déséquilibre et à nouveau un risque, une vulnérabilité liée à cette absence de diversité sur le territoire. Donc il y a comme ça des pistes, à mon avis, à creuser. Ouais. Alors, est-ce que, par exemple, ça veut dire que les distributeurs, idéalement, je pense Leclerc, Carrefour, U, qui aujourd'hui sont basés sur des grandes centrales d'achat nationales où j'achète des tomates, les tomates partent du Nord Finistère, elles vont toutes à Rungis. Rungis les livre 4 camions à la centrale d'achat et la centrale d'achat dispatche dans les magasins de son territoire. Mais ça veut dire qu'ils ont un système très centralisé et qui, par exemple, pour la distribution, il faudrait est-ce que c'est aux distributeurs de mettre en place des sortes de plateformes régionales, locales, qui permettraient de centraliser les productions d'un pays et que les magasins locaux puissent d'abord se fournir dans une plateforme régionale? J'ai vu pendant la crise un magasin Super U qui est à côté de Strasbourg, qui mettait sur son Facebook comme quoi il était très fier d'acheter des asperges à un producteur qui avait fait 5 km avec sa camionnette pour livrer dans le magasin, alors que d'habitude, probablement qu'il achète par la centrale la moitié qui vient du sud-ouest de la France et peut-être l'autre moitié qui vient d'une coopérative d'Alsace. Mais en tout cas, c'était curieux qu'il soit fier d'acheter à quelqu'un qui est juste derrière le magasin, 100 mètres plus loin à droite, quoi. Donc, on en est arrivé à avoir un système tellement centralisé qu'il faut que qui doit commencer. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que l'effort doit être mutualisé. Ce qui est certain, c'est que vous l'avez bien souligné, on a un système extrêmement centralisé aujourd'hui qui a vocation à se décentraliser, à se distribuer. Et en fait, on peut imaginer que chaque acteur de la filière agroalimentaire, si on reste sur cet exemple, donc de la production en passant par la transformation jusqu'à la grande distribution ou la restauration collective, on peut imaginer que tous ces acteurs-là contribuent petit à petit à se diversifier. Et en fait, que ce soit un producteur, une usine de transformation, un distributeur ou la restauration collective, on sent bien que chacun de ces acteurs-là va devoir se diversifier et trouver des connexions plus étroites avec le maillon de la chaîne qui est juste à côté de lui. On ne pourra plus se contenter d'avoir comme ça des systèmes de centrales parce que ces centrales sont par définition extrêmement vulnérables et très soumises à des potentielles pénuries. Donc, c'est vrai que cet exemple de l'agroalimentaire est intéressant et on pourrait d'ailleurs tirer le fil sur un certain nombre de secteurs qui sont tout aussi valables. Un point Alors, que... Vas-y. Non, vas-y, je te laisse continuer. Non, en fait, dans cette idée de soutenir le retour au local, on aime bien chez Utopie ce qui se fait du côté des États-Unis avec les campagnes Local First, qui se font un petit peu dans certaines villes ou dans certaines régions, avec des actions qui pourraient inspirer ceux qui font du développement économique en France. Ils font par exemple des campagnes de sensibilisation des consommateurs et même des entreprises sur l'importance de l'achat local, de l'alimentation locale, du commerce local indépendant à travers des événements, des newsletters, des affiches en magasin, des affichages extérieurs, des magazines, des sites internet, des réseaux sociaux. Donc il y a comme ça un vrai mouvement de sensibilisation. Ils font aussi des places de marché avec des annuaires d'entreprises ou de produits, ils font des mises en relation d'entreprises, des consommateurs. Ils fonctionnent aussi parfois par challenge pour les consommateurs avec des systèmes de fidélisation. Donc, par exemple, je relocalise 10% de mes achats, je deviens un héros local et donc j'ai des incitations sous forme de coupons
ou autre chose. Ils développent des labels entreprises locales qui favorisent aussi la visibilité. Ils accompagnent des micro-entrepreneurs locaux. Et en fait, ces mouvements Local First sont des associations, mais fonctionnent finalement comme des véritables business units en proposant des services qui ont une vraie valeur. Et il y a peut-être quelque chose d'inspirant là-dedans à imaginer en France, tout en sachant qu'on ne va pas passer de 0 à 1, ou en l'occurrence de 0 à 100% de relocalisation en un claquement de doigts. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ni souhaitable ni possible. Et le corollaire de ce mouvement Local First, c'est le 10% shift, c'est-à-dire que ce qui sous-tend cette initiative, c'est l'idée qu'on peut relocaliser par tranche de 10% progressivement. Et donc, on n'y va pas d'un seul coup, mais on y va petit à petit. Et 10% de relocalisation, c'est considérable. Si je vous reprends un exemple sur lequel on a travaillé avec Utopie, qui est la communauté de communes de Bugey Sud, dans l'Ain. Relocaliser 10% des importations permet de relocaliser 600 emplois sur 33 000 habitants et 100 millions d'euros de production locale. Et donc, on était en train de travailler sur quelques pistes, notamment comment arrêter, par exemple, l'importation de machines, d'équipements, en faisant en sorte que les industries locales très spécialisées puissent se tourner vers la demande locale, se diversifier et produire elles-mêmes ces machines, puisqu'il y a une demande locale qui n'est pas satisfaite en local, mais pour laquelle on importe. Donc il y a comme ça plein de possibilités à aller creuser. Et ce qu'on se dit, c'est que aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, qui est quand même une situation d'urgence, face sinon à des pénuries, au moins à des situations de flux tendus, il y a un enjeu de timing et une nécessité d'agir vite. Alors, on peut se lancer dans une approche filière, c'est-à-dire relocaliser des filières, mais on pense aussi qu'une approche modulaire peut être très complémentaire et très prometteuse. On s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle chez Utopie l'approche plug and play en ce moment. Donc en fait, c'est une approche qui consiste à greffer des petits modules de production, souvent sous forme de containers, qui permettent d'apporter des solutions agiles à des sites industriels, à des fermes. Je vais vous donner deux exemples. On a notamment l'entreprise MTB qui installe des containers sur des sites industriels, des usines, et qui recycle à peu près tout grâce à son savoir-faire installé dans des containers. Donc ça peut être le recyclage ça peut être des unités de récupération des poussières, ça peut être des systèmes de tri, ça peut être des systèmes de traitement de l'air, des systèmes de détourage de câbles, tout ça dans des petits containers qu'on installe extrêmement rapidement sur les usines de production. Vous avez peut-être vu passer l'entreprise Agricool qui produit des fruits et des légumes dans des containers avec la promesse de rester à 15 km des consommateurs, le tout sans pesticides. Donc on voit bien que ces solutions en container permettent d'agir très rapidement sans attendre des grands plans de relocalisation de filières. Alors, j'ai entendu que dans le monde pharmaceutique, là, avec la crise qui vient de se passer, il y a plusieurs grands industriels qui sont en train d'imaginer, en fin de compte, de mettre en place des containers autonomes qui soient des unités de production qui tiendraient dans des containers, qui puissent être déployés sur des territoires et qui puissent être capables de produire pour un territoire de manière assez économe, voire frugale, en peu d'énergie, peu d'eau et autres, et qui soit capable, en fin de compte, d'être une unité pratique qui puisse, pourquoi pas, fournir différents types de médicaments, mais en tout cas, au lieu d'avoir des mastodontes d'usines qui soient à l'autre bout du monde, de multiplier, en fin de compte, des mini-unités de production. Donc, ça a l'air d'être... la crise, en tout cas, aura fait bouger certaines lignes et aura peut-être accentué d'autres, comme vous disiez à l'instant, là, de containers de production qui restent en local. Donc, alors, Samuel, on a eu plusieurs questions qui sont arrivées, mais les questions, donc on a des questions de Richard, de Sandrine, qu'on va évoquer tout à l'heure après l'intervention de Fabien. Donc Fabien Marais de Montbento qui va maintenant nous parler un petit peu de son parcours d'entrepreneur, de son entreprise et qui va un peu nous raconter ce qu'il sait. Donc Fabien, qui va nous parler, alors le local pour Fabien, c'est Shanghai, New York et Clermont-Ferrand.
C'est bien ça. Merci Olivier, merci Samuel pour l'intervention, très enrichissante sur laquelle je partage complètement l'analyse. Alors nous, on est un petit peu plus effectivement on est dans la production. Donc aujourd'hui, pour présenter rapidement mon bento, on design ce qu'on appelle des lunchbox pour aller de façon très pragmatique au terme. Donc on est une société française, une marque française, créée en 2009 et déployée dans le monde entier, notamment, comme tu le disais Olivier, à Shanghai particulièrement, qui représente 45% de notre marché aujourd'hui, la France représentant le plus gros marché et l'Europe actuellement. Et donc on a développé depuis le début de l'entreprise en 2009 eu la volonté de travailler le Made in France à partir de nos produits. Ça c'était un vrai enjeu, mais ce n'était pas possible. On y reviendra un peu plus tard. Et donc c'est à travers ces années qu'on a entamé ces réflexions. Et au-delà de la relocalisation, notre produit et notre philosophie tournent autour de l'environnement finalement, et tournent autour du bien-être, du bien-être pour soi, mais du bien-être de l'environnement. Et finalement, toutes ces thématiques-là, depuis 10 ans, on les travaille. Et aujourd'hui, cette crise nous a amené à être un révélateur, un accélérateur de certaines pensées, sur lesquels, bien sûr, on doit tous se réadapter ou accentuer nos réflexions. Donc, opportunité. J'ai l'habitude d'être en Asie. En Chine, le mot crise se traduit aussi par opportunité. Donc, c'est le petit parallèle qui nous permet de dire, voilà, c'est très positif tout ça. Aujourd'hui, pour resituer rapidement mon bento, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est à peu près 4 millions d'utilisateurs. Donc on est assez fiers de dire que 4 millions d'utilisateurs ont changé leur mode de consommation. Et on reçoit des messages dans ce sens-là, puisque à travers le produit, à travers la façon dont on va se nourrir, on arrive à finalement modifier son comportement alimentaire, voire son comportement environnemental. Et on agit à travers nos actes d'achat et notre façon de faire sur notre comportement au quotidien. C'est très important et je le souligne, puisqu'aujourd'hui la nourriture, et Samuel l'a mentionné, est un enjeu écologique à part entière et peut résoudre beaucoup de problématiques. Donc on est un peu associé à tout ça. Donc on encourage ces 4 millions d'utilisateurs à continuer et on en invite d'autres. Donc pour résumer rapidement, on fait donc des produits qui sont des lunchbox, mais pas que, on fait aussi tout un tas de produits. Et il se trouve qu'on a un produit majeur, le MBO original, qui est notre best-seller, qui est un produit dessiné en France, designé, qui a eu des prix internationaux. On a tout misé sur la qualité. On y reviendra, la qualité est un terme très important dans la relocalisation et dans la production de manière générale. Et donc, ce produit-là représente aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires. Et c'est sur ce produit-là, il me semble qu'on voit à l'écran, que nous avons initié une démarche de relocalisation, initialement produit en Chine, et dont on a relocalisé en 2017. Enfin, on a lancé le produit en 2017, on a entamé la réflexion de la relocalisation depuis le début, avec une réflexion plus poussée et une volonté de le définir dès 2015. On a pu trouver des solutions. Et on a mis entre 1 an et demi et 2 ans avant de pouvoir reproduire en France. Donc ça a été une vraie démarche économique avant tout et un challenge pour réussir à proposer un produit plutôt simple d'apparence à des prix abordables. Cette notion, elle est importante, elle était que le produit était déjà positionné avec un prix marché, avec un réseau associé, avec une qualité et un standard très élevé que nous imposons chez nos fournisseurs. Et donc, il a été compliqué de trouver, d'arriver à la hauteur du produit qu'on avait déjà en France. C'est pour ça qu'on remercie nos fournisseurs aujourd'hui qui travaillent, qui ont fait l'effort, et ça c'est important de le noter, dans la relocalisation, il y a un engagement de la part des fabricants sur un investissement pour de la relocalisation. Ce n'est pas uniquement la marque qui décide à un moment de relocaliser, il faut tout un écosystème autour qui permette de le faire. Donc voilà, on a
où on a entamé cette démarche. Les difficultés qu'on a eues au début, pourquoi on les a pas tout de suite, on n'a pas tout de suite fait en France, parce que c'était trop cher, tout simplement, et que les prix d'investissement, les coûts d'investissement par rapport à la taille de la société à laquelle on était au début, ne permettaient pas d'avoir une équation économique possible. Et il a fallu attendre un seuil critique, des volumes conséquents pour pouvoir dupliquer les productions, parce qu'on parle bien là de duplication de production, et c'est, je pense, important de le souligner. La relocalisation, comme le soulignait Samuel tout à l'heure, c'est pas relocaliser à tout prix, c'est être proche de ces marchés. C'est la stratégie que nous avons adoptée, et aujourd'hui on a des unités de production en Chine pour le marché chinois et en France pour le marché français et européen. Et c'est cette stratégie qui nous permet d'être flexible et d'optimiser finalement notre impact sur l'environnement et d'être proche de nos consommateurs. Ça aurait été complètement ridicule de faire du Made in France et de l'envoyer en Chine aujourd'hui, sauf pour des raisons marketing où les Chinois sont capables de payer le Made in France très cher parce qu'ils veulent un produit Made in France. Mais là, on est dans une autre démarche. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, nous, ce qu'on a initié sur la relocalisation et comment on a vu la relocalisation. Après, on peut bien sûr discuter de toutes les problématiques qui sont liées à ça. En termes de marché, ça a été un accélérateur également. Ça a été une vraie position. On est la seule marque française de ce secteur. On est le seul fabricant français de ce type de produit aujourd'hui, et on en est fiers. Et c'est vrai que ça a été pour nous, pour le marché français, un vrai accélérateur pour les consommateurs, pour nos clients B2B également, qui nous ont fait confiance et qui ont joué le jeu de dire bon, ce produit va être un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Il y a une vraie barrière à l'entrée qui est le Made in France, et on a quand même ressenti de la part des consommateurs et de la part de nos clients en général une volonté d'aider à cette démarche. Le prix du produit a augmenté de 15%, c'est pas négligeable, mais ça a été parfaitement accepté et compris. Alors, Fabien, moi, on se posait la question, la raison pour laquelle des consommateurs ont accepté de payer plus cher pour avoir du Made in France, c'est aussi parce que votre objet n'est pas juste un objet utilitaire, c'est-à-dire que c'est un bel objet qui a une belle forme, un beau plastique, un beau rendu, qui ne sent pas mauvais quand on le passe au micro-ondes ou au lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'il a une belle finition et que c'est un objet qu'on offre en cadeau facilement, c'est pas un objet qu'on achète chez Jiffy parce qu'il faut qu'on mette quelque chose au frigo. Donc c'est vraiment un bel objet, ce qui a rendu une augmentation potentielle du prix peut-être plus acceptable que si ça avait été un pur objet utilitaire. Alors, ça revient sur le débat de la qualité. C'est-à-dire que ce soit Made in France ou Made in China, chez Montbento, et je pense la plupart des gens qui travaillent bien, c'est d'abord la qualité avant tout. Donc, dans les matériaux qu'on a sélectionnés, dans le cahier des charges qu'on a mis en place dès le début, et ce pourquoi on a été récompensé, c'est parce qu'on a une exigence de qualité sur le produit très élevée. Les matériaux qu'on utilise, par exemple, sont 3 fois plus chers que la plupart des plastiques bon marché. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des propriétés techniques, mécaniques, qui permettent d'être plus résistants, donc plus durables, donc environnementalement aussi plus acceptables. On vend de la qualité avant tout. C'est un bel objet, ça c'est le minimum, et c'est ce qu'on dessine chez Montbento. C'est avant tout un bel objet qui présente correctement et qui donne envie de manger. Donc oui, merci d'avoir souligné, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu décorrélé, la qualité avant tout. C'est pas parce qu'on a des fournisseurs chinois qui ont fait de la très bonne qualité et qui continuent de le faire. Et l'enjeu a été de dire comment augmenter, si l'on peut, ou en tout cas conserver le même niveau d'exigence et de qualité en Made in France. C'est là que ça a été un peu plus compliqué, à des coûts raisonnables. Et en fin de compte, le grand challenge n'était pas la qualité est en France et en Chine, on va avoir du moins bien et du pas cher, mais plutôt avoir une qualité qui a d'abord été
le niveau de la qualité a d'abord été réglé en Chine? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez eu du mal à trouver un fournisseur chinois qui corresponde à vos souhaits de qualité au démarrage en 2009? On a eu du mal, mais on a eu beaucoup de chance dans notre développement en Chine, puisqu'on avait un partenaire finalement qui était associé, dans l'entreprise et qui avait une expérience chinoise depuis plus de 20 ans sur de la qualité et du développement industriel et qui nous a mis en relation avec des partenaires qualifiés dès le début. Donc ça a été une chance incroyable pour nous et on a bénéficié de ce réseau avec des gens qui comprenaient la qualité, c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans des domaines liés à des marques qui font de l'électronique, de la précision, qui travaillent beaucoup avec le Japon, qui sont connus pour ça, ce qui a permis d'avoir une compréhension de notre produit par l'industriel beaucoup plus facilement. Et ensuite, on a consolidé cette relation avec notre fournisseur puisqu'on a développé le marché local. Et pour un fournisseur chinois, développer un marché local, c'est très important. Ça veut dire qu'on s'intéresse à sa culture aussi, qu'on va développer quelque chose qu'il peut comprendre et maîtriser. Donc il y a eu une relation comme ça de confiance qui s'est instaurée, qu'on a naturellement quand on relocalise en France. On en parle souvent, mais c'est vrai que la proximité, le fait d'avoir l'échange, la culture, nous permet de comprendre des choses qui sont très importantes. Donc on est biculturel. Hein. Okay. Et alors, est-ce qu'il y a une approche un peu romantique? On a l'impression que le Made in France, quand on entend parler du Made in France dans les médias, on a l'impression qu'il y a une sorte de baguette magique où tout ce qui sortirait d'une entreprise française serait de qualité, magnifiquement fait, il y aurait un savoir-faire français, comme si on était né avec un gène de la beauté et du bien faire. Mais est-ce que le Made in France, est-ce que c'est aussi compliqué qu'en Chine de trouver la bonne qualité? Est-ce que, justement, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que ça a été dur de trouver ce fournisseur qui allait correspondre aux mêmes critères que les Chinois? Oui, c'était dur de le trouver, c'était dur de trouver un compromis aussi. C'est ce que je disais. Il faut des gens qui s'engagent, il faut des gens motivés pour le faire. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus simple. Tout le monde parle de voilà, il va falloir relocaliser. Donc peut-être que les gens ont pris cette conscience et vont être un peu plus conciliants. À l'époque où on l'a fait, c'était moins le cas. Donc je dirais que c'est pas parce que c'est du Made in France que c'est de bonne qualité. C'est la façon dont les gens ont de travailler qui font que c'est de qualité. Après, il est vrai qu'en France, de façon culturelle et ancestrale, on a cette volonté de faire bien les choses, le souci du détail, la qualité. On a des entreprises comme ça qui sont des perfectionnistes. On a un écosystème qui fait que culturellement, on est connu pour être artistique, pour faire des choses très belles. Et c'est vrai que même chez Mon Bento, on en bénéficie énormément de ce rayonnement français, de cette image française à l'international. Donc oui, ça aide. Quand même, il y a une qualité qu'on peut retrouver quand même un peu en France, culturellement, c'est-à-dire en général. Après, il faut trouver la bonne entreprise qui est capable de vraiment livrer cette qualité, qui ne va pas prendre de raccourcis, qui va vraiment avoir des gens créatifs chez eux. Enfin, c'est pas parce qu'il y en a en France que tout le monde est naturellement bon, créatif et fait du travail de qualité. Exactement, il faut trouver des compromis. Non, mais c'est intéressant. Et alors, est-ce que la traçabilité, c'est-à-dire quand on fait du Made in France, est-ce que d'avoir une relation quotidienne, enfin ou plus proche en tout cas, de traçabilité, de qualité, c'est-à-dire qu'en Chine, on a toujours cette impression que c'est à l'autre bout du monde et on ne sait pas toujours tout à fait comment ça va être fabriqué. Peut-être que vous le savez, d'ailleurs, peut-être que vous avez une bonne maîtrise de vos lieux de production. Est-ce que c'est un petit peu plus facile quand même de suivre ce qui se passe en France? Alors ça dépend de la nature du business. Nous, on est des designers, développeurs, fabricants. On est détenteurs de nos propres moules. On a nos contrats avec nos usines. C'est nous qui allons inspecter les usines. On a aussi des auditeurs, des third parties qui vont inspecter toutes les productions en amont, pendant et après. Donc on maîtrise la chaîne globale de la production, que ce soit en Chine ou en France.
Il est vrai que c'est pas le cas de tout le monde dans le marché, puisque quand vous travaillez avec des gens qui sont des importateurs, simplement des traders, forcément, il y a des intermédiaires qui font que les étapes sont peut-être pas toutes contrôlées. Nous, en tant que marque, on n'a pas le choix. On est obligé d'imposer un standard de qualité, de contrôle au niveau légal, tout simplement déjà, et au niveau plus que légal, au niveau de l'image de marque. Donc ça, on ne prend absolument aucun risque là-dessus. D'ailleurs, on a très peu de retours concernant nos produits au niveau global, et c'est quelque chose qui est indispensable chez nous pour répondre un petit peu à cette question de contrôle. Le seul aspect légal, puisqu'on parle de l'alimentaire, c'est le contrôle vraiment de migration des produits dans l'alimentaire, et ça, c'est encadré légalement. Donc il n'y a même pas de sujet. On contrôle ça très 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 fermement. Alors, comme actuellement, donc vous exportez en Europe, enfin en France, en Europe, vous avez un grand marché sur l'Asie avec la Chine en principal. Est-ce que vous allez un petit peu de l'autre côté Donald? Oui, bien sûr, on est déjà présent depuis plusieurs années aux États-Unis. C'est un marché qui grandit très fortement. On est, je ne l'ai pas précisé au début, mais on est digital native. Donc on est né sur Internet. On est aujourd'hui plus de 50% en direct avec nos consommateurs, en B2C, via nos propres plateformes. Donc on maîtrise le marketing direct, la vente directe. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'on est très présent, de plus en plus sur Amazon, qui est la grosse plateforme, mais aussi à travers notre propre site qui offre, et c'est là la différenciation, qui offre de la personnalisation, qui offre des produits qu'on ne peut pas forcément avoir en local et qui sont envoyés depuis la France, par exemple. Ok. Et pour l'instant, vous ne prévoyez pas, par exemple, d'avoir un centre de production qui puisse être basé en Amérique, Canada, États-Unis? Pour l'instant, vous avez 2 lieux de production. Oui, pour l'instant, on a 2 lieux de production. Il n'est forcément pas incohérent d'avoir un autre lieu de production aux États-Unis à partir du moment où on atteindrait un seuil suffisamment critique pour pouvoir le faire. Et ça, c'est une question de volume de production qui permettrait de le faire, comme on l'a fait quand on a atteint des volumes suffisants en Europe. On pourra le refaire aux États-Unis, bien entendu. L'objectif étant d'avoir à chaque fois la stratégie la plus cohérente pour avoir le minimum d'impact sur l'environnement. C'est ce qu'on vend aujourd'hui. On le vend à travers l'utilisation de nos produits, puisque c'est un produit durable qui réduit l'impact du jetable, de la consommation des jetables. On invite les gens à réutiliser, et ça on le fait depuis 10 ans, c'est notre combat. Et donc aujourd'hui, on est dans cette démarche de façon plus poussée et plus globale. Ok, alors j'ai une question qui est remontée du public et qui va peut-être, qui moi aussi que je voulais vous poser, c'est une question de Cyril. Est-ce que les politiques, à un moment, vous ont aidé? Alors la question est, est-ce que c'est pas le rôle des politiques d'inciter, d'organiser en fin de compte, il a utilisé le terme décentralisation, mais est-ce que ce serait le rôle des politiques d'inciter à la relocalisation, à la production, à la circulation en local? Et est-ce que vous, par exemple, dans votre pratique, dans votre expérience, vous avez eu beaucoup de soutien du tissu politique local, national, ou est-ce que le politique est quasi inexistant de votre aventure? Alors, je dirais que le politique, il a son rôle à jouer définitivement pour inciter, définir des grandes lignes. On le voit par exemple dans le rôle qu'il a eu dans la mise en place de la loi sur la transition écologique, qui nous a forcément considérablement aidé, puisque ça faisait des années qu'on expliquait qu'il faut éviter et arrêter de jeter des packaging jetables. Sur ces chiffres-là, c'est assez hallucinant. On a une enseigne de restauration très connue, restauration rapide, qui jette 3 millions de tonnes chaque minute dans le monde. Ouais. Donc c'est juste considérable, et on est obligé de
faire quelque chose pour éviter ce gaspillage. Donc le politique a eu un rôle à jouer, a eu un rôle très considérable dans cette démarche. Après, il donne des grandes lignes et ça reste politique et les entrepreneurs mettent en musique, composent avec ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un rôle de responsabilité qui doit venir d'en dessous, de chaque personne, qui doit venir des entrepreneurs qui ont en main les possibilités de le faire, sans attendre le rôle politique non plus. C'est-à-dire que c'est bien sûr qu'il y a des cadres, mais ça ne nous empêche pas de le faire. La responsabilité d'éviter le jetable, c'est une conscience de responsabilité civique. C'est pas le politique qui doit imposer quelque chose. Et d'ailleurs, quand il l'impose, c'est presque dommage d'avoir ce discours-là. Donc, il faut que le politique intervienne quand c'est nécessaire, mais il faut aussi que les gens proposent des offres qui soient intelligibles et qui invitent les gens à adopter naturellement ce type de réflexe. On en parlait lors de la crise. J'ai vécu 6 ans en Asie pour prendre le parallèle. Tout le monde porte des masques en Asie, c'est pas un problème du tout. Dès qu'on est malade, en France, ça a été une catastrophe, ça a été très compliqué socialement de devoir le mettre en place en si peu de temps. Donc c'est le comportement des gens qui doit changer à ce niveau-là. Ouais. Donc le politique est là pour essayer de guider et donner des grandes directions, mais en tant qu'entrepreneur, en fin de compte, vous avez vos convictions. Et vos convictions ont été plus importantes parce que vous étiez toujours au-delà du politique en permanence, en fin de compte. Tout à fait. Et alors, pour rebondir sur la question, là, c'est le côté un peu national. Et je reviens sur le côté local, où là, c'est beaucoup plus intéressant. On a une meilleure marge de manœuvre, on a une relation directe, on a des possibilités d'actionner avec les territoires locaux. Et nous, on est très engagés localement, notamment dans la région du Grand Clermont, sur des problématiques d'alimentation, sur des problématiques de gestion des déchets, dans lesquelles on s'inscrit dans des groupes de réflexion et on voit que localement, on a plus de manœuvres. Donc le politique local devient une vraie force à ce niveau-là et on en est très content, notamment avec les écoles. Mais est-ce que vous pensez, vous, que ce serait théoriquement plus à la politique d'avoir un rôle plus leader, en fin de compte, sur la relocalisation? Alors, en fin de compte, c'est même une question qui peut être adressée à Samuel. C'est est-ce que, Samuel, tu penses que le politique devrait avoir un rôle plus fort en amont et de locomotive, ou est-ce que, en fin de compte, la société civile, les entrepreneurs, les associations, théoriquement, en fait, ça devrait venir, les envies devraient venir de la base, et qu'en fin de compte, le politique s'adapte un petit peu à des envies du peuple. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'effectivement, c'est toujours mieux si on a des politiques leaders. Je pense néanmoins que le rôle attendu est surtout celui d'un facilitateur. Et moi, il y a un exemple qui me marque dans la période actuelle, qui est pas exactement notre sujet, mais quand même assez en lien, c'est celui du conditionnement des aides de l'État aux entreprises. Et on s'aperçoit que certains pays, notamment le Danemark en particulier, mais aussi la Pologne et la Finlande, conditionnent les aides aux entreprises à un certain nombre de critères, et notamment le fait de ne pas se verser des dividendes, de ne pas faire d'évasion fiscale, de mettre en œuvre une démarche environnementale de qualité. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui me paraît assez primordial et que je ne retrouve pas forcément beaucoup en France à l'heure actuelle, quand on voit que 7 milliards d'euros sont fléchés vers Air France sans condition, là où la SNCF n'a pas eu pour l'instant la moindre aide. Et c'est en ça que le politique, pour moi, peut être visionnaire, peut, par des actions, notamment le soutien, et par ailleurs, le soutien est quand même assez phénoménal en France aujourd'hui, notamment sur les questions de chômage partiel. Sur cette question du conditionnement des aides, je pense qu'on pourrait aller plus loin et proposer une vision encore plus aboutie et exigeante, parce que la période, j'aimais bien ce que disait Fabien sur crise, opportunité, la période est aussi une fenêtre de tir assez intéressante pour aller vers un monde plus soutenable. Alors,
Fabien, j'ai une question pour toi. Alors, j'ai glissé doucement vers un moment de questions qui sont remontées du Bien public. sûr. Alors, c'est une question de Laurent qui demande en fait quels sont les canaux de communication privilégiés par Mombento, lesquels canaux sont les plus efficients? Oui, alors aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, hein. On est une marque qui a tout le temps été inscrite dans les réseaux sociaux depuis le début. Donc on communique beaucoup sur YouTube, puisqu'on doit démontrer en fait un petit peu, et on a des influenceurs qui vont expliquer un peu le produit, et c'est le meilleur moyen en fait de montrer un usage, d'expliquer comment on va utiliser un produit. Aujourd'hui, on a beaucoup de communication sur Instagram pour montrer, visualiser qu'est-ce qu'on peut faire, comment. Et après, on a un peu de communication naturellement sur Facebook ou sur des réseaux sociaux. Après, en Chine comme WeChat, on est en train de voir sur des réseaux sociaux même comme TikTok, qui sont des nouveaux réseaux sociaux qui émergent fortement. Donc, on a ces canaux de communication. On a de la relation presse un petit peu, et puis on communique beaucoup, euh, on va dire, directement avec nos clients sur des newsletters ou autres, qui finalement, nos clients communiquent un peu naturellement entre eux. Donc c'est vrai que on fait de la communication, mais pas à outrance. Ok. Oui, et Je sais puis pas vous si ça répond un peu. privilégiez les réseaux sociaux qui aujourd'hui, enfin, vous êtes une société qui a Bien sûr, démarré sur les réseaux et donc vous restez sur les réseaux. Et bien sûr. en plus, ça tombe bien, vous n'avez pas besoin de faire de communication, on va dire, classique, de télé, de presse, qui coûte beaucoup plus cher proportionnellement que de la communication par les réseaux. Tout à Et fait. Tout à puis, fait. si vous avez une communauté qui est bien engagée, ben, la communauté, en fin de compte, vous suit, est convaincue et donc va naturellement promouvoir aussi indirectement votre produit parce que convaincu. Donc Exactement, et on a la chance aujourd'hui aussi d'avoir un autre réseau qui est le réseau corporate, et toutes les entreprises qui aujourd'hui utilisent nos produits, nous commandent, que ce soit en co-branding ou en personnalisation, en partenariat, finalement en cadeau d'entreprise ou en objet de communication, ça nous aide à communiquer la marque, à communiquer le produit directement auprès des entreprises. Donc c'est ouais. vraiment un canal de communication qu'on a. Mais bien sûr, mais je peux vous dire, hein, alors pendant qu'on discute, moi j'ai un chat avec l'équipe qui échange. Et en fait, quand vous avez démarré, très vite, j'ai vu qu'il y en avait certains qui ont dit, mais moi j'en veux, c'est génial. Et Ah bah, déjà, il y avait tout de suite plein qui étaient partants. Enfin, c'est assez c'est drôle. mieux de voir ça, hein. C'est carrément, hein, mais il y a une sorte de séduction naturelle et c'est top. Hein, On est à 15 millions Alors, d'euros de chiffre d'affaires là maintenant pour Momento de Ah, c'est la conférence. ça incroyable, explose. merci. J'ai une autre question qui est arrivée de Cyril qui demande en fin de compte si vous n'avez pas eu de difficulté de différence de normes entre les différents marchés, c'est-à-dire des normes françaises, européennes, américaines, chinoises, et c'est-à-dire est-ce que vous avez Alors, juste pris la norme la plus élevée et vous l'avez appliquée à tout le monde? non, il y a des normes spécifiques au pays, notamment dans l'alimentaire, c'est-à-dire les tests de certification alimentaire. Chaque pays a son lot de normes auxquelles on ajuste, donc qui sont globalement les mêmes, bien sûr, mais dont il nous faut un certificat par pays. Donc la Chine a son test, l'Europe a le sien, les États-Unis ont le leur. Donc voilà, on se plie aux normes locales. Ok. Mais donc le même produit est capable de passer l'ensemble des tests en fait, Doit des passer. différentes normes, c'est ça. Ouais, 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 c'est vous ne faites pas des indispensable. produits qui sont fabriqués différemment selon les marchés en fait. Non, non, Ils sont non, non, tous non, fabriqués de la même manière et ils sont tous exactement, capables de répondre à l'ensemble des normes. exactement, Ok. exactement. Et ça a été quelque chose qui vous a compliqué la vie ou c'est juste, ça fait C'est partie, quelque- entre guillemets, du boulot Ça coûte de... cher, c'est tout. Ça coûte cher, ouais, parce que chaque fois que vous passez C'est, les tests, c'est... disons que c'est ce qu'on appelle c'est un business pour les pays, puisque les certificats sont les mêmes. Ce qu'on nous demande, c'est la même chose. On pourrait avoir simplement une sorte on va dire, de traduction du certificat et ça suffirait, mais non. Ils veulent le tampon de l'administration du gouvernement local juste pour prendre de l'argent.
C'est pour être sûr que c'est bien leur document et pas un autre. Il n'y a pas de normalisation de certification au niveau global. Donc, Alors, j'ai une question encore pour toi, Fabien. C'est Richard de Yatou Extrême qui demande. Alors, c'est une question, je ne sais pas si tu vas vouloir y répondre. Que représente approximativement le coût marketing moyen dans un produit Momento? Bon, et je pense qu'il y a des pros de la com et du marketing qui sont là et qui s'intéressent et donc qui veulent voir en fin de compte peut-être si justement comme tu as une communication qui est principalement basée sur les réseaux, tu n'as peut-être pas besoin d'intégrer beaucoup de marketing en fin de compte dans ton coût de revient. Oui, alors aujourd'hui, il faudrait, avant de répondre correctement à cette question, il faudrait connaître la définition. Chaque entreprise a une définition particulière de qu'est-ce qu'on met dans les coûts marketing. Tout ce que je sais aujourd'hui et que je peux répondre, c'est qu'aujourd'hui nos coûts marketing sont très faibles d'une manière générale parce qu'on a été forcé et habitué à ne pas dépenser de l'argent en marketing de façon très intensive. Après, si je reprends par exemple le secteur dans lequel on est le plus représenté, qu'est le web, donc en digital, là, on peut tourner autour de 9% de notre chiffre d'affaires digital dans l'investissement qu'on appelle marketing pour le développement, la communication. Voilà, on est autour de ces ratios-là, qui sont des ratios un tout petit peu en dessous. Des fois, on est 10, 11, voire 12% sur certaines marques. Dans le luxe, peut-être un peu plus. Mais voilà, on est autour de ça. Ok, c'est cool. Merci. Merci pour lui. Alors, moi, j'ai une question un petit peu plus générale pour Samuel, qui est arrivé un petit peu avant. Comment faire lorsqu'on est un petit acteur sur un marché qui a été cannibalisé par des grandes enseignes type Decathlon, sans vouloir non plus en faire les grands méchants, mais qui obligent tout le monde à subir un modèle économique? Comment faire quand on est un petit acteur sur un marché cannibalisé par un gros? C'est une question qui est effectivement pas évidente. Moi, j'ai pas forcément de réponse. Ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'à fortiori en ce moment, les acteurs qui arrivent à avoir une intensité, une étroitesse de lien avec leur communauté, et ce que raconte Fabien illustre aussi ce propos-là, sont les acteurs qui s'en sortent le mieux. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, et en fait par ailleurs, moi j'ai une autre casquette, je suis président de l'association WeShare, qui est un collectif d'entrepreneurs autour de l'économie collaborative. On s'aperçoit que plus vous allez nourrir de liens avec votre communauté, plus vous allez être en capacité de surmonter des crises et moins vous aurez la possibilité d'être cannibalisé. Donc il y a peut-être une piste à chercher de ce côté-là sur l'animation de la communauté et sur les liens entretenus avec les réseaux. Okay. Mais c'est sûr, hein, alors chez nous, on a des spécialistes des réseaux sociaux et clairement, de créer un vrai lien avec sa communauté et que sa communauté soit une communauté engagée, qui ait confiance dans un produit, qui croit dans ce produit et qui ait une envie de partager l'existence et ce que produit la marque, est clairement est quelque chose qui a une très grande valeur. Alors, d'un point de vue communication ou marketing, ça a une forte valeur, et puis y compris même en vente, c'est-à-dire que c'est une communauté qui va facilement suggérer et conseiller la marque à d'autres. Donc clairement, créer une communauté et entretenir une communauté est quelque chose à forte valeur. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, pour rebondir, qui ne donne pas du sens, va voir ses jours finir. C'est clair. Aujourd'hui, nous on le voit en tant que marque, on n'a pas le choix et on le fait depuis le début. On a pris ce choix-là. On a fait ce choix-là d'être dans la transparence, d'être dans le vrai, d'apporter des valeurs, du sens. Et c'est ça que les gens en fait finalement achètent, perçoivent. Le détail, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de comprendre, mais on le ressent. Et aujourd'hui, on ne peut plus mentir comme on le faisait avant. On est obligé d'être dans le vrai. Donc, porter un message,
les gens achètent quelque chose maintenant de façon plus responsable aussi. Donc il y a un équilibre qui va se trouver avec ces grandes enseignes, hein, pour rebondir sur le sujet de la très grande distribution qui a. Voilà, il faut arriver à se différencier d'une manière ou d'une autre. Parce qu'aller en compétition brutale avec ces gens-là, c'est foutu d'avance. Si nous, on avait fait le pari d'aller chercher du prix, parce qu'aujourd'hui, on trouve des boîtes vulgaires, très simples, dans les supermarchés, chez Decathlon même, peu importe, n'importe où, on en trouve. Mais on n'est pas au même niveau de qualité, parce qu'aujourd'hui, la qualité, elle a un prix aussi, et que ces gens-là cherchent avant tout de la marge, un meilleur ratio. Donc voilà, on n'est pas allé en frontal, parce que si on était allé en frontal, on aurait perdu tout de suite. Donc il y a effectivement, hein, pour rebondir sur ce que dit Fabien, je pense qu'on touche là à des valeurs assez universelles, le sens, l'authenticité, mais aussi le beau, ce que tu disais Fabien tout à l'heure, la question de la beauté. Je pense que la question de la fierté aussi, ce qu'on voit avec le made in local, c'est que le fait de rapprocher le produit du consommateur, ça crée aussi une certaine forme de fierté, un sentiment d'appartenance, et ça, je trouve que c'est aussi un élément qui permet de se démarquer d'une grande enseigne où finalement on a quelque chose de beaucoup plus impersonnel. Et il y a un autre point aussi que je voulais souligner, c'est celui de faire la preuve avec notamment des labels, par exemple, je pense au label Bicorp, qui est assez intéressant, je trouve, parce qu'il est assez englobant. Donc en fait, il mesure la performance d'une entreprise, évidemment d'un point de vue économique, mais aussi environnemental, en termes de gouvernance, bref, un certain nombre de critères. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de vraies attentes côté consommateur d'entreprises qui font la preuve de. Donc c'est vrai pour le local, mais c'est vrai pour un certain nombre de choses. Et plus les entreprises arriveront à faire cette preuve-là, plus elles s'en sortiront. Je rebondis, je suis tout à fait d'accord. La confiance sans contrôle, c'est rien. Donc c'est cette preuve-là, cette légitimité qu'on doit sans arrêt mettre en avant et rassurer le consommateur, qui nous fait confiance avant tout sur nos engagements. Et donc c'est à nous de le faire. Donc les labels qui sont des très bons labels, hein, Bicorp, c'est exceptionnel le travail qu'ils font. C'est quelque chose qui est en cours chez nous, pour être tout à fait honnête, qui est en train d'être étudié sur le sujet. Effectivement, la crise du début d'année nous a un petit peu bousculé dans nos agendas, mais c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place. Alors Samuel, j'ai une question pour toi. Alors c'est tout à l'heure tu parlais de l'île Maurice. Alors parce que en fait la question était quel exemple concret sur Maurice. Alors je me demandais mais qui est Maurice? On n'a pas parlé d'un Maurice. Et je pense qu'on parlait de l'île Maurice. Est-ce que tu as des exemples concrets de tout à l'heure tu en parlais? J'ai pas entendu le début de la question, Olivier, pardon. Alors tu parlais de l'île Maurice tout à l'heure, comme quoi ils avaient mis en place des actions justement pour optimiser l'effet flipper local. Et donc, c'est Richard qui demande simplement si vous aviez des exemples concrets. Ouais, en fait, c'est en cours. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé le diagnostic aujourd'hui sur l'île Maurice et on entame un travail avec la MCB, cette grande banque. Et notamment, ce que va faire la MCB, c'est essayer de soutenir toutes les formes de richesse sur l'île. Et on a notamment un programme qui va être dédié à l'entrepreneuriat féminin parce qu'on sait que soutenir les femmes entrepreneurs à Maurice aura un impact beaucoup plus important sur l'économie locale. Et donc, on a prévu d'engager un programme spécifique sur ce sujet-là. On a, pareil, un programme d'accélérateur sur les sujets environnementaux. On a essayé comme ça de cibler un certain nombre de secteurs qui vont permettre de multiplier, d'augmenter ce fameux effet multiplicateur local. Parce qu'en fait, ce qu'on se dit, c'est que la MCB peut contribuer à l'attractivité du territoire de Maurice et donc à remplir le seau, mais a aussi intérêt à soutenir l'écosystème local. Et donc, le sujet de l'environnement et le sujet des femmes entrepreneurs sont deux des sujets sur lesquels on va accélérer avec eux parce qu'on estime qu'il y a là de vraies opportunités sur ce territoire, ce qui peut d'ailleurs se vérifier sur d'autres territoires aussi. Et donc le soutien aux femmes entrepreneurs, et je sais qu'en Afrique, ça se fait aussi beaucoup quand il y a des soutiens à l'entrepreneuriat, le soutien via les femmes, et de toute façon,
naturellement un soutien où l'effet local flipper est beaucoup plus important qu'un entrepreneuriat plus classique masculin, enfin je dis classique, en tout cas un entrepreneuriat comme on peut l'imaginer plus habituellement. Et donc le soutien aux femmes a tendance donc à accentuer l'effet flipper. Et ça, j'avais aussi déjà vu, et c'est intéressant. Exactement. C'est ça, oui. Et du coup, l'idée, c'est de justement soutenir cet entrepreneuriat féminin pour maximiser l'effet flipper et donc le soutien à l'économie locale, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, on devait avoir un troisième intervenant qui avait été envisagé, qui avait dit oui selon sa disponibilité d'agenda, c'était Thomas Huriez de 1083. Et alors, ce qui était intéressant, et je vais juste reprendre un petit peu d'expérience de ce qu'ils font chez 1083. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de jeans fabriquée en France, 1083 étant les deux distances les plus éloignées de l'Hexagone. Et donc, à part le coton qui ne pousse pas en France, et qui est fourni et sourcé à l'extérieur. Sinon, tout est fabriqué à partir tissé, assemblé, tous les accessoires sont faits en France. Et en fin de compte, ils ont remis en question, au-delà de faire en France, ils ont dû remettre en place des outils industriels qui n'existaient plus, mais ils ont été au-delà de fabriquer, ils ont vendu sur Internet, ils ont créé des boutiques, mais ils ont y compris changé des éléments de distribution type, par exemple, dans les boutiques 1083, il n'y a pas de solde parce qu'ils considèrent qu'ils ont calculé un prix moyen qui est juste pour leurs produits et que donc créer des soldes est d'une manière, en fin de compte, de créer un prix gonflé le reste de l'année et le dégonfler artificiellement pendant une période de solde et qui crée un produit qui n'a plus de juste prix. Donc, ils ont pas seulement remis en question la fabrication, mais aussi remis en question certains éléments de leur distribution, et y compris travail sur le recyclage. Donc, c'est vrai que la remise en question des schémas classiques, j'ai l'impression, fait aussi partie un peu d'un processus, en tout cas intellectuel, de relocalisation. Comme on parlait pour l'agriculture, de trouver une manière de sourcer pour des magasins, d'être capable de trouver des prestataires locaux alors qu'aujourd'hui, les centrales d'achat sont un grand créneau et une autoroute des distributeurs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette remise en question de certains éléments un peu charnières, y compris dans la distribution ou dans le sourcing de matières premières? Quelque part, moi j'ai tendance à penser qu'on assiste, alors ça reste très marginal encore pour l'instant, mais à une forme de retour de l'artisanat avec tout ce qu'il y a de plus noble derrière ce terme. Hein. Fabien en parlait déjà un petit peu. Et moi je crois beaucoup à ces mouvements d'artisans, de makers, qui sont d'ailleurs certains regroupés dans des réseaux de Fab Lab. Donc ça fait le lien avec ce qu'on disait précédemment sur les usines. Et ils ont d'ailleurs, ces gens-là, démontré une grande capacité à agir aussi très vite en réseau, avec en mode low-tech, donc peu de technologie, pour répondre à la pénurie de visières, à la pénurie de masques, à la pénurie de respirateurs. Et en fait, ces artisans, ces makers, ils proposent une sorte de changement de paradigme. Finalement, on passe d'un modèle, ce qu'il appelle PITO à DIDO, c'est-à-dire PITO, Product In, Trash Out, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des produits et on rejette des déchets, c'est le modèle classique. À DIDO, c'est Data In, Data Out, on fait circuler de la donnée en fait, c'est-à-dire qu'on va faire un produit et on va expliquer précisément comment on le fait, pourquoi on le fait, de telle sorte que dans d'autres endroits dans le monde, on puisse s'appuyer sur c'est ce qu'on appelle la fabrication open source, en fait, sur la circulation des données, sur cette façon de faire pour le refaire ailleurs en local. Donc c'est à nouveau hein, cette idée de made in local dans des Fab Labs un petit peu partout dans le monde, dans des micro-usines, dans des regroupements d'artisans. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et l'exemple que vous citez, pour moi, s'inscrit quelque part dans ce retour, en force, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que j'appellerais de mes voeux, mais dans ce retour d'une forme d'artisanat, au moins en France. Ouais. Alors, j'ai une question de Delphine, qui est une question assez concrète et qui est peut-être plutôt pour Fabien. Alors,
combien économise-t-on environ en coût de transport si la production qui était en Asie est relocalisée en Europe? C'est-à-dire, au lieu de fabriquer un Mon Bento en Chine, si tu le fabriques en France, il te coûte plus cher en France, mais est-ce que tu économises beaucoup en fin de compte sur tout ce qui aurait dû venir de Chine et qui vient du coin? Ou est-ce qu'à la fin, le transport de Clermont ou de quelque part en France vers tes lieux de distribution est le même que de faire venir de Chine? Alors oui, c'est une bonne question. Nous, on l'a calculé à notre niveau. Je répondrai de deux manières. La première manière, c'est assez direct, c'est que le coût inventaire, hein, qu'on appelle, économisé entre le transport, les douanes, etc., parce qu'il n'y a pas que le transport dans la mécanique, c'est autour de 11%. Là où il ne faut pas se tromper, c'est que ce qui coûte plus cher dans le transport n'est pas forcément la grande distance, c'est les dernières étapes. Ça nous coûte le même montant de faire venir des produits du port de France à notre entrepôt que de Chine en France. Ouais. Donc on est sur et plus on se rapproche et plus ça coûte cher proportionnellement. Ouais, c'est là que en fait qu'est le problème aujourd'hui dans l'économie d'échelle du transport, c'est que c'est les derniers kilomètres qui coûtent très très cher. Si on va par là, et le décharge, etc. Donc on est dans cette logique. Après, on a une économie, certes, du transport, et ça coûte moins cher d'envoyer proportionnellement en Chine, finalement, que de faire venir en France, parce que les flux, il y en a moins dans ce sens-là. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du transport, hein, de la logistique, donc je parle vraiment que de ce que nous, on peut voir aujourd'hui. Mais j'englobe dans la logistique les frais de douane, les frais annexes qui sont liés à ça. Mais on va en parler ce soir sur le documentaire qui s'appelle Cargo, justement, où on montre des gros porte-containers qui partent de Chine, qui viennent en Europe et qui vont transporter jusqu'à 18 000 containers. Donc des containers pouvant faire entre 10 et 20 tonnes, si c'est les 40 pieds, c'est des équivalents de semi-remorques, donc ça doit faire à peu près 20 tonnes de marchandises. Et donc on a 18 000 fois 20 tonnes qui est dans un bateau. Donc clairement, ramener au kilo dans le carton, dans le container, dans le bateau, c'est sûr que le ratio du transport sur la grande distance ne peut pas coûter très cher. Après, il faut préciser, un transport maritime, c'est ce qu'il y a de moins cher, parce qu'aujourd'hui, si on parle de transport aérien, sur certains produits qui sont nécessaires, et je parle dans l'alimentaire ou autre, là, on explose complètement les coûts, ainsi que l'impact sur l'environnement. Bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais ajouter aussi. En fait, il y a la dimension évidemment coût économique, mais il y a la dimension coût environnemental qu'on inclut très peu en général dans ce calcul, mais qu'il est absolument indispensable de garder en tête. Nous, on a une mission en cours, par exemple, avec une marque de luxe de cognac qui décide, non pas pour des raisons de coût économique, mais bien de coût environnemental, de ne plus affréter par avion des demandes last minute à de riches clients en Chine, en l'occurrence, parce qu'aujourd'hui, il y a une acceptabilité de ce genre de pratique qui est proche du zéro. En fait, c'est plus du tout acceptable de s'adonner à ce genre de pratique. Et ce n'est pas là une raison de coût économique, mais bien de considération environnementale. Alors, Samuel, j'ai une petite question pour toi. Tout à l'heure, tu parlais des Fab Labs. C'est une question de Sandrine qui dit « Samuel, connaissez-vous des modèles économiques de Fab Labs soutenables ? Moi, pas. » Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des modèles économiques de Fab Labs qui peuvent fonctionner ou est-ce que ça n'existe pas encore et que ça va arriver quand quelqu'un aura réussi à trouver la bonne équation ? Si, il y a des modèles économiques de Fab Lab qui fonctionnent bien. Je vous invite à regarder ce que fait depuis des années ce qui s'appelait au départ Ici Montreuil, donc qui est un Fab Lab à Montreuil et qui a développé la marque Make Ici, dont le fondateur est Nicolas Barre. C'est une des tribunes que je vous avais partagées, Olivier, qu'on peut partager plus largement. Mais ça, c'est un modèle de Fab Lab qui marche extrêmement bien, qui se développe un petit peu
un petit peu partout en France, qui d'ailleurs, j'ai fait un mini aparté là-dessus, est intéressant parce que les promoteurs, dans certaines opérations immobilières, font appel désormais à Make Ici pour créer de la valeur avant même que les quartiers sortent de terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, un Fab Lab crée de la valeur économique et ça crée aussi une énorme valeur sociale. Et donc, ce que font certains promoteurs, c'est qu'ils dédient une partie du budget justement à la mise en œuvre de ce Fab Lab pour qu'ils puissent commencer à générer de l'activité économique, sociale, relationnelle sur le quartier pour ensuite, derrière, avoir déjà quelque chose de vivant. Et c'est aussi là la fonction d'un Fab Lab, c'est de créer du lien, de la convivialité sur un territoire. Il y a d'autres exemples de Fab Labs. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Auxerre, voir un Fab Lab qui s'appelle les Riverains, qui marche aussi très bien. Donc, c'est pas uniquement d'ailleurs un Fab Lab, mais c'est un Fab Lab au sein de ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc, vous savez, ces espaces qui sont à mi-chemin entre votre espace privé, votre domicile et votre espace de travail. Donc, ce sont des lieux de fabrication, mais aussi d'apprentissage de toutes sortes. Donc, on y retrouve une médiathèque, on y retrouve un jardin partagé. Et donc, les riverains à Auxerre sont en train de trouver leur modèle économique à mi-chemin entre les services rendus à des particuliers ou à des professionnels au sein du Fab Lab, par exemple des systèmes de découpe laser, d'impression 3D, mais aussi effectivement des subventions. On parlait tout à l'heure du rôle du politique, et notamment du politique local. Dans le cas des riverains à Auxerre, ce qui est intéressant, c'est que le politique local a joué ce rôle de facilitateur en mettant à disposition des locaux et une subvention pour les premières années, jusqu'à ce que le Fab Lab trouve son modèle et puisse ensuite voler de ses propres ailes. Donc on a quand même des exemples de Fab Lab qui fonctionnent. Après, je rejoins le point, c'est un modèle qui est extrêmement précaire et qui reste encore à consolider. Mais vous pouvez aussi regarder ce qui se fait du côté du réseau français des Fab Labs, RFF, où justement il y a tout un tas de bonnes pratiques et de ressources partagées sur le sujet. Ok, alors j'ai une question qui est arrivée qui est à moitié dans le thème, mais qui reste intéressante. C'est Sandrine qui nous avait posé cette question. Pouvez-vous nous parler du modèle économique de la marque C'est qui le patron? C'est-à-dire de l'achat aux producteurs au juste prix, c'est-à-dire d'être capable de rémunérer les producteurs locaux, nationaux au juste prix et en tout cas de remettre un petit peu en question le modèle de la grande distribution qui était d'imposer toujours le prix le moins cher. Et là, ça a été un retour au prix le plus juste et non pas le moins cher. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce modèle économique un peu de chercher ou de viser le juste prix et non pas le moins cher des prix? Parce que tout le monde s'y est mis, hein. Tous les marques distributeurs ou les grandes marques ont créé un peu leur label pour avoir le juste prix, l'agriculteur le mieux rémunéré. Vous avez un avis un peu là-dessus, Samuel? Personnellement, je connais Ouais. moins bien le modèle économique, donc si Samuel a de quoi répondre. Après, ce que j'entends, c'est que le patron, ils vendent de toute manière en grande distribution. Oui, complètement. Ils vendent en grande Donc distribution. d'un côté, ils sont liés au modèle de la grande distribution. Ouais. Une partie, donc on revient après à un calcul, à un deal commercial entre eux, mais je connais mal, je ne me prononcerai pas trop sur le sujet. Je peux rapidement compléter, je ne connais pas en détail le modèle. Ce qui est certain, c'est que ça met le doigt sur la question du partage de la valeur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Au-delà de la dimension locale, quid de la répartition de la valeur entre, en l'occurrence, le producteur de lait et derrière tous les acteurs jusqu'à la grande distribution. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un rééquilibrage de cette valeur vers celui qui, a priori, la crée en plus grande partie, à savoir le producteur. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait, dans le modèle, c'est qu'il y a un aspect de désintermédiation, donc il y a moins d'intermédiaires, ce qui permet de rogner un peu sur les marges, et deux, on demande aux consommateurs de payer un petit peu plus, ça c'est aussi une chose, mais in fine, la majeure partie de la valeur retourne, ou en tout cas pas la majeure, mais une plus grande partie de la valeur retourne sur le producteur. Et je trouve que ce que fait Nicolas Chaban avec C'est qui le patron, c'est un super exemple de ce qu'on pourrait voir dans tout un tas
dans tout un tas d'industries. Il y a d'ailleurs ce film avec Guillaume Canet sur les agriculteurs. On sent qu'il y a une préoccupation aujourd'hui grandissante du sort des agriculteurs, des producteurs de toutes sortes en France, parce que peut-être qu'avec cette crise, on se rend compte aussi des choses essentielles, d'où viennent les produits et donc de ces rééquilibrages de valeur à opérer quelque part. Ouais. C'est cool, Samuel, parce que c'est un des sujets de cet après-midi. On va parler justement du déclenchement de la révolution verte. On va parler de l'agriculture, on va parler de l'énergie et entre autres de l'énergie dans le bâtiment et on va parler d'innovation frugale. Donc on a 3 intervenants, ça va être très intéressant, ça va être une continuité un petit peu de ce matin, mais je suis d'accord que sur ce sujet, pour le clore, dans toutes les entreprises, vous vendez de la fringue, vous vendez des chaussures, vous n'avez pas le droit, en dehors des périodes de solde, de vendre à perte. Et les agriculteurs, non seulement ils ont le droit de vendre à perte, mais on leur impose régulièrement, le marché leur impose de vendre régulièrement à perte. Et peut-être que c'est un retour un peu vers un début de régularisation, c'est-à-dire si le marché, en tout cas de l'alimentaire, était capable de définir un prix minimum sous lequel un distributeur ne peut pas acheter des produits alimentaires, peut-être que ce serait juste aussi simple que juste interdire de vendre à perte pour un agriculteur. Si le prix du lait vaut 35 centimes à un agriculteur pour sortir, eh ben, il n'est pas possible qu'un agriculteur touche moins que ces 35 centimes-là. Et si le marché peut lui payer plus à certains moments, ce serait bien, mais en tout cas que peut-être pour l'agriculture, il puisse y avoir un juste prix et une plus juste répartition des valeurs, ça pourrait être intéressant. Donc, en tout cas, on va continuer cet après-midi ces discussions. Est-ce que vous aviez un dernier point peut-être à rajouter, Samuel, Fabien, pour clore un peu cette matinée, cette première conférence ? De mon côté, je pense que sur le sujet qui était, en tout cas, et je pense que la première des choses, c'est de remercier l'équipe TikTok et toi, Olivier, pour cette initiative. J'espère surtout que ça a plu aux personnes qui nous écoutent, c'est bien le principal, et qu'elles ont pu apprendre des choses. Après, voilà, sur ces questions-là, c'est un sujet passionnant sur lequel personnellement je suis très engagé, et c'était le lieu de mon retour en France, et dont je pense pas qu'on puisse débattre de tout en l'espace d'une heure. Mais voilà, s'il y avait à ajouter un point, c'est que cette crise-là nous permet de révéler un peu certaines choses qui étaient déjà naissantes, déjà engagées. Espérons que ce soit un accélérateur et à la fois de prise de conscience, mais surtout d'action, parce que il y a la prise de conscience, il y a la théorie, mais il y a l'action derrière, et que ça débouche sur plus d'équité. Je rejoins le dernier point, plus d'équité pour les gens qui fournissent une grande partie de la valeur. Et Samuel, je pense que tu as tout à fait raison, la question du partage de la valeur est centrale dans l'équation que nous devons tous résoudre. Complètement. Oui, pareil pour moi, un grand merci à l'équipe. Je pense que c'est important de prendre parfois ces temps, et je trouve que la période actuelle questionne aussi notre rapport au temps, le rapport au temps long, notamment la capacité à s'accorder du temps pour se poser les bonnes questions. Alors je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas on a essayé aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Dans l'idée moi j'essaie toujours de me dire, mais dans quelle société on a envie de vivre collectivement, et de ne pas perdre de vue ces choses-là lorsqu'on est la tête dans le guidon dans nos projets, qu'on reprenne un petit peu de hauteur, et qu'on se dise, voilà, quel est le modèle de société dans lequel j'ai envie de vivre. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais quel modèle de société j'ai envie de laisser à mes enfants. Voilà, ce genre de questions, je pense que c'est toujours important de les avoir en tête. Je rebondis rapidement. Quelle société on souhaite ? J'ai eu une question sur ce sujet de qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, et je réponds toujours en disant qu'il faut leur faire confiance, parce que c'est eux qui vont construire le futur, donc on doit simplement les écouter. Et moi j'ai une fille de 3 ans et demi, et il se trouve que ces enfants-là, à cet âge-là, sont capables de nous apprendre des choses, des gestes, parce qu'ils sont en train de les acquérir. Et en fait, c'est eux qui vont nous éduquer. Donc faisons confiance aux enfants, au lieu d'essayer de nous construire tout leur futur. Je pense que c'est dans ce sens-là.
Ça, c'est une bonne proposition. On met les enfants Ouais. dans les COMEX des entreprises du CAC 40. Ah bah alors là, très bonne idée. Et alors, cet Ça, après-midi, on va parler un peu de ça parce qu'on va parler de bon sens qui donne du sens aux choses et entre autres du bon sens dans les différentes actions qu'on prend. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Je sais que pour Fabien, l'alimentation et l'enfance est aussi un de ses grands combats et que ça fait partie des différents créneaux sur lesquels il veut aller. Donc, tout en à tout fait. cas, un grand merci. Merci Samuel Roumeau, du manager donc, du think tank Utopie. Et merci Fabien Marais de Montbento. C'était un grand plaisir de vous avoir. Et puis peut-être que vous suivrez la conférence de cet après-midi qui a lieu à 15h, au même endroit, même adresse. Donc en tout cas, bon appétit à vous et puis à plus tard. Merci, plaisir Merci partagé. Merci, à très beaucoup. bientôt. Au Au revoir. Au revoir.